Chers étudiants, bonjour à toutes et tous et bienvenue à notre cours numéro 2 sur le tissu épithélial. Tout d'abord, on va visualiser l'objectif du cours. Donc, ce cours-là, il a pour objectif de vous faire connaissance du tissu épithélial et pour savoir le rôle et la fonction de ce tissu-là. Vous aurez aussi à apprendre la classification selon différents critères, notamment la fonction, la forme, le nombre de couches, la structure superficielle. Et enfin, dernier objectif, c'est de vous faire apprendre à identifier microscopiquement le tissu épithélial. Donc, on passe au plan de cours. Donc, le plan de cours, il sera comme suivant. On va commencer par une petite introduction, description de la cellule épithéliale, origine embryonnaire du tissu épithélial, type selon la fonction, rôle et enfin la classification selon différents critères. Alors, la dernière fois, on a vu qu'il y en a 4 types de tissus primaires. Il y en a le tissu épithélial, le tissu conjonctif, le tissu musculaire et le tissu nerveux. Aujourd'hui, on va focaliser seulement sur le tissu épithélial. Donc, à l'échelle biologique, l'épithélium, c'est un terme qui désigne le tissu externe et interne de notre corps. Quand on parle d'un tissu externe, c'est-à-dire la peau, d'accord? Donc, un tissu externe, c'est l'épiderme. Donc, le tissu épithélial, il recouvre les surfaces externes telles que la peau, c'est l'épiderme, qui sépare notre corps du milieu extérieur, et aussi il recouvre les surfaces internes. Quand on parle de surface interne, là on parle de cavités fermées et de cavités ouvertes. Donc, pour les cavités fermées, sur ce schéma-là, vous voyez une illustration de toutes les cavités fermées de notre corps, notamment les cavités thoraciques, on a les cavités pleurales, les cavités péricardiaques, on a les cavités abdominales. Donc ces cavités-là, ils sont tapissés par un type de tissu épithélial qu'on appelle le mésothélium. Par contre, les vaisseaux sanguins aussi, c'est des cavités, c'est une cavité fermée. Alors, ils sont tapissés par un tissu épithélial qu'on appelle l'endothélium. Donc, je précise quelque chose. Quand on dit une cavité fermée, c'est-à-dire c'est des cavités qui ne sont pas en contact avec le milieu extérieur. D'accord? C'est une cavité fermée. Par contre, pour la cavité ouverte, c'est une cavité qui est en contact avec le milieu extérieur, notamment le tube digestif, le système respiratoire, par exemple le système génital, le système urinaire. Il est en contact avec le milieu extérieur par un canal excréteur. Donc ici, pour les cavités ouvertes, comme vous voyez sur ce schéma-là, ils sont tapissés par un tissu épithélial. On passe à la description de la cellule épithéliale. Donc comme vous voyez sur ce schéma-là du côté droit, donc on distingue deux cellules épithéliales. On distingue le pôle apical, c'est la partie qui s'oriente vers la lumière, et on a la partie basale, là où les cellules se reposent sur une membrane basale. Alors, en général, les cellules épithéliales sont des cellules hautement différenciées et qui représentent 3 principales caractéristiques, notamment la cohésion. Les cellules épithéliales sont étroitement jointives grâce à un ensemble de systèmes de jonctions intercellulaires qui produisent une force physique et régulent les échanges d'informations et de métabolites entre cellules adjacentes et l'autre. Et on distingue plusieurs types de systèmes de jonctions, notamment les jonctions serrées, les jonctions d'ancrage, jonctions adhérentes et d'osmosome. On a aussi les jonctions de communication. Autrement, les cellules épithéliales sont ancrées à la membrane basale qui sépare l'épithélium du tissu conjonctif sous-jacent grâce à ce qu'on appelle des systèmes membranaires, les hémidesmosomes. Une autre caractéristique, c'est la polarité. Donc, quand on parle de polarité, regardez, les cellules épithéliales présentent une distribution très asymétrique des composants de leur cytoplasme. Je parle des organites. On parle de pôle basal pour désigner la portion de cytoplasme localisée à proximité de la membrane basale et de pôle apical pour désigner la partie du cytoplasme, faisant face à l'extérieur.
On passe à la troisième caractéristique des cellules épithéliales, c'est la morphologie. Du fait des fortes interactions cellules et cellules-membrane basale, les cellules épithéliales adoptent toujours la forme d'un cube ou bien d'une forme prismatique, c'est-à-dire plus haute que large, et ou bien plus ou moins aplatie. Mais on n'en trouve jamais une cellule épithéliale d'une forme ronde, étoilée ou bien fusiforme. Alors ainsi, le domaine apical peut présenter trois types de spécialisation. Membranaire, on distingue par exemple les microvillosités ou bien le plateau strie. Donc un exemple de microvillosité, de cellules avec microvillosité, c'est les cellules de l'intestin grêle qui assurent l'absorption des nutriments. Aussi, on distingue les cils vibratiles. Donc les cils vibratiles sont des expansions de la membrane plasmatique apicale. Un exemple de cellules épithéliales avec cils vibratiles, c'est le cas des cellules épithéliales qui tapissent le canal Fallope au niveau de l'utérus. Aussi, on distingue les stérocils. Regardez ça, c'est des stérocils. Donc, ce sont de longues expansions grêles et ramifiées de la membrane plasmique apicale, des cellules épithéliales aussi. Et on les distingue par exemple dans les régions du tractus génital masculin, comme l'épididyme. On passe à la classification du tissu épithélial et selon la fonction, on distingue un épithélium de revêtement et un épithélium glandulaire. Avant de parler des caractéristiques de ces deux types d'épithélium, on va parler de l'origine embryologique des épithéliums. Alors, comme vous voyez sur ce schéma-là, du côté droit, on voit le blastocyste au stade de gastrulation qui correspond à la troisième étape du développement de l'embryon et au cours de laquelle les cellules de l'épiblaste donc prolifèrent et migrent pour former les trois feuillets primitifs. On distingue l'ectoblaste, le mésoblaste et l'endoblaste. Alors, les épithéliums se différencient à partir de ces trois feuillets embryonnaires et ils donnent naissance à tous les constituants de l'organisme. Donc, l'ectoblaste, il donne naissance à l'épiderme et aux glandes. Par contre, l'endoblaste, c'est à l'origine du revêtement de la paroi du tube digestif et de ses annexes. Aussi, il est à l'origine du revêtement respiratoire et de la plupart des glandes endocrines. Et enfin, le mésoblaste, il est à l'origine des épithéliums du système urinaire, épithélium des organes génitaux et l'endothélium des membranes séreuses. À la description des principaux fonctions de l'épithélium de revêtement et l'épithélium glandulaire. On a dit que ces deux types d'épithélium sont classifiés selon le critère de fonction. Donc, pour l'épithélium de revêtement, selon ce qu'il indique son nom, c'est un tissu qui recouvre l'extérieur et l'intérieur de notre corps. Et parmi ses principales fonctions, la protection vis-à-vis au milieu extérieur, plutôt vis-à-vis au milieu intérieur. Je donne un exemple. Si c'est le cas d'une protection mécanique, donc on donne l'exemple de l'épiderme. Regardez, donc l'épiderme, il est constitué de 85% de kératinocytes qui produisent de la kératine et qui assurent la protection contre les agressions de l'extérieur. Ça, c'est un épithélium de revêtement. Un autre exemple de protection chimique, c'est le cas, protection chimique du côté intérieur, c'est le cas donc de l'épithélium qui tapisse l'estomac, plutôt qui tapisse l'intestin grêle, et grâce aux microvillosités sur les cellules du pôle apical, donc il synthétise le mucus, et ça, le mucus, il a une action de protection chimique aussi. On passe à une deuxième fonction, c'est l'absorption, et on reste dans le même exemple de l'intestin. Donc les microvillosités situées sur le pôle apical des cellules épithéliales qui tapissent l'estomac, plutôt l'intestin, assurent quoi? L'absorption des nutriments. Donc ça, c'est un rôle. Une troisième fonction, c'est le mouvement des structures. Je donne un exemple, et c'est le cas du mouvement de l'ovule durant l'ovulation.
Alors, comme vous voyez sur la photo au-dessous, donc c'est des cils prises par microscope électronique à balayage. Ces cils-là, on les trouve dans le canal Fallope. Il assure le mouvement de l'ovule vers l'utérus. Une autre fonction, c'est l'échange air-sang ou bien urine-sang. Regardez, c'est le cas des bronchioles, par exemple. Je précise les tissus, les cellules épithéliales qui tapissent les bronchioles, c'est le cas des poumons. Donc, il assure l'échange entre air et le sang. Aussi, les cellules épithéliales, c'est le cas des cellules épithéliales euh, la- qui tapissent le glomérule au niveau des reins. Et c'est l'interface entre sang et urine. Dernière fonction, c'est la réception des messages sensoriels. C'est le cas des cellules épithéliales qui tapissent la langue, c'est les cellules gustatives. Ces derniers, ils sont aptes à capter les messages sensoriels. Par exemple, quand on mange un truc sucré ou bien amer, ces cellules transmettent cette sensibilisation vers, sous forme d'un signal vers le système nerveux central. On passe à l'épithélium glandulaire. Donc, l'épithélium glandulaire, qu'est-ce qui lui diffère de l'épithélium de revêtement? C'est qu'il est constitué de cellules sécrétrices. C'est des cellules qui élaborent une ou plusieurs substances spécifiques qu'elles excrètent soit à l'usage pour autres cellules de l'organisme, soit pour la protection, soit pour l'alimentation, soit pour la régulation de la température. On va voir des exemples. Donc, l'épithélium glandulaire, on le classifie en deux catégories. Glandes, épithélium de glandes qui constituent les glandes exocrines, c'est-à-dire c'est des glandes qui déversent leurs produits de sécrétion à l'extérieur de notre corps. C'est le cas par exemple des glandes lacrymales qui déversent les larmes. Je donne autre exemple, par exemple le cas des cellules sidoripares qui produisent la sueur afin d'assurer la transpiration. Un autre exemple, c'est le cas des glandes mammaires qui assurent la production du lait. Donc ça, c'est une glande exocrine. Et on a un autre type, comme je vous ai dit, c'est les glandes endocrines, c'est-à-dire c'est des glandes qui déversent leurs produits de sécrétion directement dans le système vasculaire. C'est le cas, par exemple, des glandes surrénales, des glandes pituitaires. Il y en a d'autres exemples. On revient à l'épithélium de revêtement et il focalise sur sa classification qui se repose sur plusieurs critères, notamment le nombre de couches cellulaires qui les constituent. On distingue par le premier exemple, c'est le tissu épithélial à monocouche, c'est-à-dire il est constitué d'une seule lignée de cellules en juxtaposition. Je donne un exemple, c'est le cas des villosités de l'intestin. Donc regardez, il y en a une seule ligne de cellules en juxtaposition. Donc ça, c'est un épithélium en monocouche. En histologie, regardez comment ils apparaissent. Donc regardez, une seule ligne de cellules épithéliales. Ça, c'est le monocouche. On distingue aussi l'épithélium stratifié. Il est constitué de plusieurs couches de cellules et on le trouve dans l'œsophage, dans l'épiderme, dans la muqueuse buccale aussi, comme vous voyez sur cette micrographe à droite. Donc ça, c'est un épithélium stratifié. Troisième exemple, c'est le cas de l'épithélium pseudo-stratifié. Donc, c'est des cellules qui s'expriment en chevauchement, plus que en stratification. Et on distingue ce type de tissu dans les voies respiratoires, dans la trachée par exemple, comme vous voyez sur cette micrographe à droite. On revient à un autre critère de classification, c'est la forme de la cellule qui constitue le tissu épithélial. On distingue des cellules épithéliales avec une forme qu'on appelle la forme aplatie. C'est des cellules qui sont larges plus que hautes avec un noyau bombé au milieu. Donc, on parle ici de cellules pavimenteuses. Je donne un exemple, c'est le cas de l'endothélium. L'endothélium, c'est un type de tissu épithélial qui tapisse les vaisseaux sanguins. Ça, c'est une cellule endothéliale qui fait partie du tissu épithélial qu'on appelle cellule pavimenteuse. La deuxième forme, c'est les cellules cubiques. Ils apparaissent en coupe aussi haute que large. Elles ont un aspect quadrangulaire et leurs noyaux sont généralement ronds. Un exemple, c'est le cas des tubules rénaux distales.
Regardez, les cellules, ils ont une forme cubique. On trouve sur cette flèche-là les cellules endothéliales. C'est le cas des cellules pavimenteuses. Regardez, ils ont une forme aplatie. Et là, c'est des cellules cubiques. On passe à la troisième forme, c'est la cellule prismatique ou cylindrique, c'est-à-dire elles apparaissent plus hautes que larges. Je donne un exemple, c'est le cas de la muqueuse intestinale. Donc, regardez, les cellules, ils sont prismatiques, ils sont plus hautes que larges. Voilà. Ce que vous voyez en rose clair ici, c'est des microvillosités. On passe au troisième point qui caractérise le tissu épithélial de revêtement, c'est la structure superficielle du pôle apical des cellules qui les constituent. Et on a vu ça auparavant en ce qui concerne les différenciations de la membrane plasmique au niveau du pôle apical. C'est ce qui concerne les cils qui assurent le mouvement, les microvillosités qui assurent l'absorption des nutriments, et ainsi de suite. Maintenant, on passe au type. Donc, selon certains critères qui caractérisent donc le tissu épithélial, plutôt les cellules qui constituent le tissu épithélial, on a des types. Alors, on distingue l'épithélium simple. Donc, on le trouve en trois exemples. On trouve l'épithélium simple pavimenteux constitué de cellules pavimenteuses. C'est le cas des vaisseaux sanguins. On trouve un épithélium simple constitué de cellules cubiques. C'est ce qu'on appelle épithélium simple cubique, c'est le cas des tubules rénaux contournés distales. On a l'épithélium simple prismatique ou bien cylindrique, c'est le cas de l'intestin. Donc ça, c'est l'épithélium simple qui constitue des cellules en monocouche, en un seul feuillet, mais ils diffèrent dans la forme de la cellule qui les constitue. On passe à un autre type de tissu épithélial, c'est l'épithélium stratifié, et qui s'exprime en trois formes. On a l'épithélium stratifié pavimenteux, on a l'épithélium stratifié cubique et on a l'épithélium stratifié prismatique. Pour l'épithélium stratifié pavimenteux, il s'exprime aussi en deux sous-types, celui qui est non kératinisé et celui qui est kératinisé. Alors pour ceux qui est non kératinisé, c'est le cas de je donne un exemple, c'est le cas du tissu qui tapisse le vagin. Donc c'est un épithélium stratifié, pavimenteux, qui forme une épaisse membrane constituée par plusieurs couches de cellules. Ces épithéliums ont un rôle de protection vis-à-vis le milieu extérieur grâce au nombre de couches cellulaires qu'il a. Et les plus superficielles peuvent être, généralement, ils sont dans un état mort. Pour le cas des cellules épithéliales stratifiées kératinisées, donc je donne un exemple, c'est la peau. Donc regardez la stratification des cellules pavimenteuses et à la fin, il y en a une couche qui s'appelle la kératine, couche kératinisée. Elle s'exprime par des cellules qu'on appelle les kératinocytes et je vous ai dit auparavant que la peau exprime 85% de ces cellules-là qui produisent de la kératine. Cette dernière, elle a un rôle de protection. Il y en a un autre type d'épithélium stratifié, c'est celui qui est cubique. Je donne un exemple, c'est le cas des canaux sidorépares. Regardez, donc on a une couche de cellules cubiques, on a une autre couche. Donc ça, il y a une stratification. Ce que vous voyez en bleu, c'est le tissu conjonctif. On a ici aussi un autre exemple d'épithélium stratifié, c'est le cas du prismatique. Parce que la cellule, elle est plus haute que large. Un exemple, comme vous voyez sur cette micrographe, c'est le cas de l'urétère. C'est un canal qui achemine les urines des reins vers la vessie. Donc regardez la stratification. Les cellules, ils sont stratifiées l'une sur l'autre. Ils ont une forme prismatique. Donc on dit tissu épithélial stratifié, mais il est prismatique. Voilà. On passe au troisième type du tissu épithélial, c'est l'épithélium pseudo-stratifié. Et on distingue deux sous-types. Le premier, c'est l'épithélium pseudo-stratifié, prismatique, comme vous voyez sur l'image de droite. Donc, on distingue des cellules en chevauchement. Donc, c'est une pseudo-stratification. Ils ont une forme prismatique, plus haute que large.
Un exemple de ce tissu-là, c'est le canal épididymaire. Un autre sous-type, c'est l'épithélium pseudostratifié polymorphe. Pourquoi polymorphe? Donc, cet épithélium-là, il est constitué de cellules polymorphes ou bien on dit les cellules transitionnelles. Donc, ils sont ainsi appelés en raison de leur capacité à subir des changements morphologiques et à s'adapter à la distension des tissus. L'exemple de ce type de tissu, c'est les tissus qui constituent la vessie. Donc, une fois, par exemple, la vessie est remplie des urines, les urines ils vont exercer une pression sur la cellule et la cellule, là, elle change de forme. Une fois la vessie est vidée, les cellules reprennent leur première forme. C'est pour cela qu'on les appelle les cellules transitionnelles, plutôt les cellules polymorphes. Et là, ça, c'est un tissu épithélial pseudostratifié, parce que regardez, les cellules ils apparaissent en chevauchement, et polymorphes, c'est-à-dire ils changent de forme selon la pression. Alors voilà, aujourd'hui, on a vu le tissu épithélial et on a focalisé sur l'épithélium de revêtement. On a focalisé sur sa description, sur ses critères de classification, ses types, son rôle. Et pour la prochaine fois, on va voir le tissu glandulaire. Je vous répète donc, tissu de revêtement glandulaire, les deux, ils font partie du tissu épithélial. Aujourd'hui, on a vu le tissu de revêtement. La prochaine séance, on va voir le tissu glandulaire. Donc, ça, c'est juste un récapitulatif. Et avant de terminer, donc, vous avez un test. Prenez une minute, plutôt quelques secondes, avant de voir la réponse. Donc, regardez, ça, c'est une micrographe prise par microscope optique d'un tissu. Alors, est-ce que vous pensez, d'après ce que vous avez appris aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça, c'est un tissu épithélial? Oui ou non, et pourquoi? Vous avez quelques secondes avant de voir la réponse. Est-ce que c'est un tissu épithélial? Oui ou non? La réponse, non. Pourquoi? Il ne s'agit pas d'un tissu épithélial, puisque les cellules ne sont pas étroitement associées. On ne voit aucune association entre les cellules. On ne voit que des filaments. Vous voyez des cellules ici, claires, avec une forme cubique ou bien prismatique ou bien aplatie. Non. Donc ça, c'est pas un tissu épithélial. Une autre micrographe, donc est-ce que vous pensez que c'est un tissu épithélial, oui ou non? Et si c'est oui, quel type de tissu épithélial? La réponse, oui, c'est un tissu épithélial. Il s'agit d'un épithélium prismatique, simple, cilié. Donc, pourquoi prismatique? Parce que les cellules, ils sont plus hautes que larges, sont longues. Et il est simple, pourquoi? Parce qu'on a une seule lignée de cellules et il est cilié. Voilà, ça c'est des cils. Une autre photo. Est-ce que vous pensez que ça c'est un tissu épithélial, oui ou non, et pourquoi? Et est-ce que vous pouvez nous donner leur type, son type? La réponse, oui, il s'agit d'un épithélium prismatique ou bien cylindrique. On a dit cylindrique, c'est la même chose, c'est prismatique. Hein, et il est simple avec des cellules ciliées et d'autres cellules qui présentent des microvillosités. Regardez, il y a des cellules avec des cils, comme il y a des cellules avec des microvillosités. Et c'est un épithélium cylindrique simple. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir m'écouté et à la prochaine.